Bonjour à tous. Bonjour Yannick. Merci en tout cas de prendre ce temps, ce début d'année pour les 15 ans de l'association Chamilo et du projet et du logiciel Chamilo. Ce début d'année, on est ravi donc de t'accueillir pour discuter de Chamilo et du monde de l'éducation. Alors on va commencer par quelques questions habituelles hein, pour ceux qui découvrent Chamilo et qui rejoignent la communauté en ce début d'année. C'est tu- quel est ton rôle dans l'association Chamilo? Et, euh, et comment tu peux résumer ton engagement dans l'éducation et la technologie à travers ce projet? Alors, mon rôle dans l'association. D'abord, merci pour l'invitation. Euh, et Yahoo pour les 15 ans de Chamilo. Un beau, une belle durée de vie pour un projet comme ça, qui est un projet dans le secteur éducatif, quoi. Euh, alors, pour mon rôle dans l'association, que je suis président élu de l'association, c'est-à-dire que tous les 2 ans, on a des élections au sein de l'association. Les membres actifs sont des membres qui ont participé, qui ont montré une participation active dans le projet de Chamilo et qui sont invités à voter au cours des assemblées générales. Euh, il y a une vingtaine de personnes. Euh, donc tous les 2 ans, on vote un conseil d'administration de l'association, comme toute association sans but lucratif. Et voilà, j'ai ce titre de président depuis 2014, je pense. Euh, mais bon, il faut savoir que c'est pas seulement ça, quoi. C'est-à-dire que je suis président, mais président, ça prend pas énormément de mon temps au final. Ce qui est plutôt important pour mon rôle par rapport au projet de Chamilo, qui lui n'est pas officiellement enregistré comme un poste au sein de l'association Chamilo, c'est que je suis la personne qui me charge de l'organisation du développement de Chamilo. En gros, je suis le leader du développement de Chamilo, et ça depuis 2010, depuis la création du projet Chamilo. Et donc mon rôle, en fait, c'est de m'assurer que la qualité du logiciel est maintenue, qu'on suit les tendances du marché, qu'on arrive à offrir une solution qui reste open source, enfin logiciel libre dans la licence GNU GPL, euh, et qui continue à être une solution qui attire, quoi, une solution qui montre qu'elle a du mérite et qu'elle est tout à fait judicieuse dans le contexte actuel. Euh, voilà, alors mon historique en soi est assez logique, assez naturel. Ma mère était enseignante, mon père était programmeur informatique, et moi je suis programmeur de logiciels éducatifs. Voilà. Donc pour C'est moi, génétique. voilà, c'est génétique. La génétique, c'est D'accord. magnifique. Euh, donc pour moi, après de nombreuses années autour, enfin à me poser la question, je pense que on peut dire que, enfin, ma conclusion en fait, c'est que on peut avoir un monde prospère et stable qu'au travers de l'éducation. Et donc, c'est pour ça que moi j'investis toutes mes forces dans l'amélioration, c'est l'objectif officiel la mission officielle de l'association Chamilo, l'amélioration de la disponibilité de l'éducation, d'une éducation de qualité dans le monde entier. Pour moi, c'est la partie dans laquelle je peux avoir une certaine influence, quoi. Il y en a d'autres qui se focalisent sur la création du contenu éducatif, c'est nécessaire aussi. Ma passion à moi, c'est plus améliorer l'infrastructure de cette éducation, faire en sorte elle puisse atteindre le plus de monde possible, leur donner le plus d'outils pour améliorer leur apprentissage, pour avoir un apprentissage efficace, qui leur permettent d'atteindre une, euh, une qualité de vie, ou ouais, qualité de vie au travers du fait d'arriver à se former suffisamment pour pouvoir faire des choix enfin, des choix qui leur sont propres dans leur vie, quoi. Donc que tout le monde soit relativement autonome grâce à une bonne éducation. Et pour moi, ça se fait au travers d'une éducation qui se fait sans barrière. C'est-à-dire qu'il faut que l'éducation soit disponible. Voilà. Donc on a actuellement, je veux dire, on a énormément de contenu éducatif qui est disponible en soi, mais qui est disponible si on le cherche bien, si on sait où le trouver, etc.
Mais donc, Chamilo, c'est une plateforme qui permet de faire de la curation de contenu, quoi, qui permet de dire, voilà, ça c'est le meilleur contenu pour ce public-là, et on va le mettre à disposition des personnes qui sont notre objectif, dont on doit s'occuper, quoi. Alors évidemment, on a une façon de faire ça qui est d'avoir comme association un méga portail où on aurait de la curation de contenu, etc. Mais ça, c'est pas notre rôle. La curation de contenu, en soi, c'est pas notre rôle. Nous, on se charge de l'infrastructure, on se charge de mettre à disposition les outils qui permettent aux gens de choisir du contenu, de l'élaborer et de le mettre à disposition des autres. Facilite, le projet facilite en fin de compte la retransmission des savoirs dans l'humanité, en fait, hein, tout Ouais, simplement, ouais, et le stockage un petit peu et la mémoire, en fait, des compétences et des savoirs humains. oui. Un petit peu comme une encyclopédie, mais sous forme numérique, avec aussi une certaine variété, en fait, de modalités pédagogiques. Si on parle des modalités pédagogiques, qu'est-ce qu'apporte Chamilo en termes de modalités pédagogiques et de type de médias et d'interaction qui soient différents du livre, par exemple, et de la vidéo? Bah, le Chamilo en soi est très, je crois qu'on dit agnostique. Alors, on ne on n'apporte rien de spécifique. Donc on apporte une grande quantité d'outils qui permettent à chacun de choisir la façon dans laquelle il va euh, diffuser son contenu, enfin, pour l'appeler comme ça, quoi. C'est de nouveau, on parle d'infrastructure, donc nous on offre les outils pour permettre aux éducateurs, aux formateurs de choisir leur modèle éducatif euh, en construisant leur cours à leur manière. Donc, pour donner un exemple, en fait, il y a certaines plateformes qui sont très focalisées sur des modèles particuliers. D'accord. Et qui disent, voilà, nous, on est très fort sur la taxonomie d'un tel ou le machin. Nous, on ne fait pas ça, en fait. On offre des outils et on essaye de rendre ces outils disponibles d'une manière qui permette à un formateur, à un éducateur, de choisir les outils qu'il va utiliser. Et selon les outils qu'il a choisi d'utiliser, en fait, il y a ce modèle qui naît de par lui-même dans la structure du cours. C'est-à-dire que si l'éducateur a une idée en tête particulière par rapport au modèle qu'il va utiliser, bah, il va lui-même savoir quels outils choisir pour pousser ce modèle en avant. Par exemple, si on a un modèle qui est plus orienté vers l'interaction avec les apprenants, dans le cours, en fait, on peut tout à fait se baser sur les outils de forum et l'outil de wiki qui vont permettre cette interaction. D'accord. Si on a une vision qui est plus instructionnelle, où on va se baser sur le fait qu'il y a un enseignant qui enseigne et puis tous les autres suivent, quoi, cet enseignement, alors on va utiliser plutôt les parcours d'apprentissage, les documents, les exercices, etc. Donc il y a vraiment, ça dépend du modèle qu'on veut utiliser, mais Chamilo est tout à fait neutre par rapport à ça. C'est pas Chamilo qui décide comment on devrait idéalement donner son cours. C'est une certaine liberté. Et cette liberté, je tiens à insister là-dessus, c'est la facilité d'exploiter cette liberté. C'est le fait de pouvoir décider quel modèle on va utiliser, mais le mettre en place avec les outils qu'on veut sans que ce soit difficile à faire. Il y a d'autres plateformes en général où on voit que pour arriver à présenter les choses comme on veut, ben en fait, ça va demander d'énormes efforts. Et parfois, les gens abandonnent. Les éducateurs abandonnent parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué. Mais Chamilo, vraiment, il a cette réputation d'ailleurs. Hein, la plateforme Chamilo, c'est la plateforme la plus simple à utiliser dans le monde de l'e-learning en général. C'est ce que nous disent les gens qui ont déjà utilisé beaucoup de plateformes, quoi. Ils nous disent simplement, nous, enfin, dans d'autres plateformes, c'est vraiment compliqué pour nous de donner notre cours, simplement. Euh, et Chamilo, c'était vraiment. Enfin, je me souviens qu'on avait eu une université, enfin des enseignants d'université au Brésil, qui nous avaient dit en fait, pour nous passer de Moodle pour ne pas le citer, de Moodle à Chamilo, c'était comme passer de l'eau à l'air, quoi. Avant, pour avancer, il va vraiment faire des efforts insurmontables, quoi, ou presque insurmontables. Et quand on est arrivé à Chamilo, on a senti une liberté de mouvement en fait dans la façon dont on monte les cours qui est
qui est incomparable, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est ce que disent les gens. Maintenant, nous, évidemment, on fait que relayer ça. On ne peut pas juger nous-mêmes du fait que notre plateforme est plus simple à utiliser ou pas. C'est ce que les gens disent sur nous, quoi. Et voilà. Et ça, c'est récurrent, hein. Donc, on a d'autres universités où on nous dit que ils utilisent deux plateformes et en fait, en laissant le choix aux enseignants, donc ils forment les enseignants sur deux plateformes, sur les deux plateformes qu'ils utilisent, et puis ils leur laissent le choix de décider en fait quelle plateforme ils veulent utiliser par la suite pour leur cours. Et on a toujours des stats, plus de 90% des gens qui passent à Chemilog, quoi, à ce moment-là. Parce que, selon eux, c'est la simplicité qui prime, quoi. Et je pense que ça reste un sujet super important. Ça l'est depuis le début de Chamilo et ça reste tout à fait actuel aujourd'hui. C'est qu'il faut, si on veut pouvoir améliorer la disponibilité d'une éducation de qualité dans le monde entier, il faut que le système soit simple à utiliser. Voilà. Il y a pour continuer sur ta réflexion, il y a une tendance maintenant à une formation plus proche des gens, et plus adaptée aux personnes, c'est-à-dire qui est moins statique. Il y a une critique qui est faite aujourd'hui sur les LMS qui sont jugés trop statiques en termes de contenu par rapport à l'évolution, en tout cas de la consommation de l'information. Comment Chamilo pourrait répondre à cette formation de plus petits groupes spécifiquement que de cette massification en fait d'apprentissage? C'est quoi la fonctionnalité phare qui permet de faire justement cette adaptation par rapport à des cours pour un groupe cible? Ouais. Alors il y a déjà une série de fonctionnalités qui sont en place. On s'attend à ce qu'à l'avenir, ben, avec l'intelligence artificielle notamment, on puisse avoir encore plus de flexibilité. Mais dans l'état actuel des choses, en fait, une des façons très simples, il y en a beaucoup, hein, mais une des façons très simples de faire ça, c'est de dire que les parcours d'apprentissage, en fait, peuvent être distribués par groupe d'utilisateurs. Donc on peut élaborer au sein de son cours des groupes d'utilisateurs. On peut déterminer que ces groupes sont tirés au hasard, donc on sélectionne au hasard les différentes personnes qui font partie des groupes, mais ça ne se dirige pas vers des profils particuliers d'apprentissage. Mais on peut aussi déterminer que ces groupes reflètent certains types d'apprentissage. Donc si on a des gens qui apprennent plus par la méthode visuelle ou plus pratique, etc., on peut élaborer des contenus qui sont légèrement plus orientés vers ces compétences, ces habiletés particulières. Et en faisant ces groupes, en fait, on peut par la suite assigner des parcours d'apprentissage à des groupes directement. Donc on peut dire, bah voilà, ici on a ce groupe qui apprend mieux comme ça, bah, on va faire deux parcours. C'est le même de base, on fait juste une copie, c'est super simple de faire des copies de parcours dans Chemilog, donc on peut élaborer le premier, faire une copie, et puis on va repasser sur la copie et simplement formuler certaines pages différemment. D'accord, plus peut-être avec plus d'exercices, ou avec plus de vidéos, ou avec plus de fichiers audio, je sais pas, ou plus d'exemples pratiques. Donc on peut faire ça sans problème, et on peut par la suite comparer donc l'évolution entre ces deux parcours, voir si voir comment ça va, quoi, pour les étudiants, s'ils arrivent à apprendre rapidement, combien de temps ils ont passé sur chacune des pages, pour voir si justement il y a des pages qui sont plus complexes à aborder pour eux. Et donc ça, c'est une première façon de personnaliser l'apprentissage. Une seconde façon, c'est qu'on a des exercices qui sont adaptatifs. Donc on peut dessiner en fait une structure d'arbre décisionnel en fait pour des exercices. Donc dire voilà, on part tous de ce point-là, et puis selon ce qu'on répond à la première question, on va passer à la question A ou la question B pour la deuxième question. Et puis si on n'a pas bien répondu, peut-être qu'on va revenir à la question 1 et puis repasser plus loin. Enfin voilà, on a la possibilité de construire ces arbres décisionnels pour les exercices. Donc, ça c'est L'adaptative learning. je me souviens plus très bien le nom. Voilà, c'est de l'adaptative learning, mais il y a un nom particulier pour ça dans Chamilo. Et donc il suffit au moment de créer un exercice de dire bah, cet exercice-ci est de type adaptatif. Après on envoie toutes les questions et puis on définit les relations entre les questions. Donc on dit voilà, de cette question-là, on peut passer à cette question-là, de cette question-là, on peut peut-être, si on voit que l'apprenant n'a pas bien répondu à cette question-là, ben, on va le renvoyer vers un parcours d'apprentissage particulier ou une étape d'un parcours d'apprentissage qui explique exactement ce point-là, d'accord, pour qu'il puisse réviser.
D'accord. On a ça, maintenant on a la possibilité aussi d'associer des forums aux éléments des parcours. Donc quand on est dans un parcours, s'il y a une page en particulier qu'on ne comprend pas, ben on peut, il y a juste un petit onglet, on peut aller dans un forum dédié à cette page-là, où on va pouvoir poser des questions et d'autres vont pouvoir répondre. C'est moins adaptatif ça, mais ça permet quand même de pallier à je veux dire, certaines faiblesses dans l'apprentissage, où par exemple une personne ne comprend pas les choses de la même manière, peut poser une question, et il y a peut-être quelqu'un dans les autres apprenants par exemple qui peut déjà répondre à ça avant que l'enseignant soit disponible, quoi. Plus Voilà. Et spécifiquement, on a aussi ouais, on a plus aussi une spécifique. fonctionnalité, pardon, je termine avec ça, Je t'en prie. qui permet de séquentialiser des cours. C'est-à-dire de dire, en fait, euh, on va mettre en place une structure qui permet de, de s'inscrire dans un nouveau cours seulement si on a déjà certains acquis, donc seulement si on a complété d'autres cours avant. On peut fabriquer des arbres décisionnels aussi de cette manière-là, quoi. Donc D'accord. voilà, il y a beaucoup de façons de faire qui permettent d'évaluer ce genre de choses-là. On a aussi maintenant un truc qui s'appelle un plugin qui s'appelle l'évaluation, la pré-évaluation, je sais plus, je me souviens plus du nom du plugin, mais ça permet en fait d'évaluer les apprenants au début d'une formation et à la fin de la formation pour voir les différences en termes de compétences ou en termes de plutôt de catégories de questions. Donc on va élaborer notre exercice avec certaines catégories de questions qui vont nous permettre de savoir si les apprenants ont certaines compétences particulières. Et en fait, ça va se refléter sur un graphique en forme de radar ou de toile d'araignée, je sais plus comment. Je crois qu'en radar on dit ça en anglais, mais un graphique en forme de toile d'araignée où on va avoir chacun des axes de cette toile d'araignée qui est en fait une compétence particulière. Et du coup, on va avoir une idée claire, déjà au départ des compétences qu'ont les apprenants avant de rentrer dans le cours. Et puis on fait cette même évaluation à la fin, et ça nous permet de voir si notre cours a permis de résoudre certaines défaillances au niveau de ces compétences. Voilà. Effectivement, donc c'est le plugin positionnement, effectivement, Positionnement, avec une merci. évaluation avant la formation et après la formation. Voilà. Et on avait aussi, pour compléter ce que tu as dit, effectivement, on a certaines plateformes et certains utilisateurs de la communauté. On a pu observer qu'ils utilisaient les sessions simplement pour une personne ou deux personnes et Ouais, qu'ils adaptaient en fait l'affichage des cours et des parcours en fonction en fait de l'avancement et de la formation de ces personnes. tout à fait. C'est Donc ça une c'est encore une autre flexibilité qui est formule. simple et efficace. Ouais, Ouais, les sessions sont une fonctionnalité super puissante, c'est une super fonctionnalité pour l'appeler comme ça dans le Chameleon parce elles permettent de faire plein de choses et une des fonctionnalités, enfin un des avantages que ça nous offre, c'est effectivement la possibilité de personnaliser des cours en fait en disant soit j'utilise en fait les sessions au départ en fait ce qui a amené à avoir cette fonctionnalité, c'est qu'en fait, on avait des, des universités qui utilisaient Chamilo. Il y a toujours des universités qui utilisent Chamilo, hein, je veux dire que on parle déjà d'il y a 10-12 ans, qui utilisaient Chamilo et qui avaient besoin en fait de distribuer un cours, par exemple, si on parle, enfin moi je fais plutôt la carrière scientifique au départ, donc si on part dans les carrières, dans le département scientifique, on va avoir les cours de bio, les cours de chimie, les cours de physique, les cours de maths pur. Et en fait, beaucoup de ces branches utilisent les mêmes cours de maths. D'accord. C'est des maths communs en fait. En anglais, on appellerait ça maths 101, mais je veux dire, un cours de maths de base, il va être donné en chimie, en bio et en physique, par exemple, tandis que le cours de maths pour maths pure, ça va peut-être être le même aussi au départ, mais il y aura un cours de maths un peu différent. Et donc dans ce cas-là, on veut réutiliser en fait le même cours de maths dans trois contextes différents.
Et ces contextes, qu'est-ce que ça génère? Ça génère, on ne parle pas ici des compétences particulières d'une personne ou des habilités particulières d'une personne ou de l'autre, mais plutôt d'un d'un pôle de concentration d'un sujet en particulier, quoi. Donc ici, si on va voir le cours de maths dans le cadre du cours de bio, par exemple, au moment de parler des suites de Fibonacci, on va parler de la distribution des feuilles sur une plante, quoi. Parce que ça suit des règles mathématiques, enfin, pour la plupart des plantes. Et donc on va avoir cet aspect qu'on va peut-être pas donner dans ce même cours de maths aux chimistes, d'accord? Et peut-être qu'aux chimistes, on va leur parler de quelque chose d'autre, quoi. Et par rapport au même cours. Et donc on a besoin d'une espèce de couche supérieure où on a le cours de base, et puis on enveloppe ce cours de base, en fait, où on donne un accès à ce cours de base depuis une fenêtre qui est propre à un contexte particulier. Ici, la branche particulière qu'on étudie. Donc si on avait le même cours de maths, et qu'au-dessus de ça, on met 3 fenêtres, une pour chimie, une pour bio, une pour physique, on a essentiellement un contenu de base qui est le même, qu'on peut réutiliser, mais après, au-dessus de chaque fenêtre, on va pouvoir placer des informations additionnelles, comme des post-it. Si on était en train de regarder le cours au travers d'une fenêtre, on pourrait mettre des post-it en plus sur notre fenêtre. Et c'est nous, derrière cette fenêtre-là, dans notre section de chimie, par exemple, on va voir ce cours de base, plus des informations supplémentaires qui sont contextuelles à mon cours de chimie. Et donc c'est ça, cette notion de session, en fait, au départ, ça permet de donner ces fenêtres d'accès, et ça donne cette flexibilité dans le sens où le cours de base lui-même, il est déjà là, on n'a plus besoin de le refaire, de le copier ou quoi que ce soit, on le réutilise, c'est une ressource qui est disponible, on va simplement rajouter une surcouche qui est le contexte dans lequel les apprenants se, se, se C'est déplacent, quoi. le, Voilà. ouais, c'est vraiment, effectivement, je crois, hein, de mémoire, que c'est la seule plateforme qui propose des sessions de formation dans le monde de l'open source, en tout cas. Euh, et De cette il y façon-là, a, ouais. Moi, je pense, ouais, ouais, ouais. C'est un peu particulier la façon dont c'est implémenté parce que ça reste très simple à utiliser, malgré qu'en fait on rajoute une couche de complexité qui est considérable. Et vraiment les sessions, enfin, une fois qu'on a compris le concept, il y a pas mal de vidéos sur YouTube, certaines que moi-même j'ai faites, pour expliquer cette notion de session. Et je veux dire, on parle peut-être d'une demi-heure ou une heure pour avoir compris le concept de base. Et à partir de là, on peut déjà commencer à faire des choses efficacement, enfin plus efficacement en fait qu'en utilisant seulement les cours. Et la question ici aussi, c'est au fil du temps, donc là on se dévie un petit peu sur la notion de session pure, mais euh, c'est de pouvoir faire une réutilisation dans le temps en fait. Donc de dire, c'est pas seulement maintenant qu'on a ce cours de base et chimie, biologie et physique qui vont l'étudier, c'est en fait dans le temps, on va voir dans 6 mois ou dans un an, on va voir de nouveau d'autres groupes qui vont vouloir réutiliser le même cours. Si on voulait copier ce cours pour chaque année, on aurait au bout d'un moment peut-être une centaine de cours de maths de base, peut-être pas au bout de 100 ans, mais je veux dire, on pourrait dire, on n'a pas de session, du coup on devrait copier ce cours-là pour la section maths, pour la section bio et pour la section chimie. Donc on a déjà 3 cours par an, et puis on fait ça pour plus de sections, on rajoute plusieurs années, etc. Et du coup on commence à avoir plein de répliques de ce cours de base, alors que le cours lui-même, en particulier pour les maths, ne change presque jamais, quoi. Et donc on peut réutiliser ce contenu sans problème. Euh, Ce que ça nous permet de faire aussi, c'est qu'au final, on a créé avec les sessions des fenêtres d'accès. Et donc si on détecte une erreur dans le cours de base, dans le cours lui-même, on peut aller le corriger dans le cours de base. Il est automatiquement corrigé dans toutes les sessions. Et donc on a une réduction du travail nécessaire pour maintenir un cours dans le temps en fait. Et cette réduction du travail nous permet à ce moment-là d'améliorer le contenu humain parce qu'on a plus de temps à consacrer à l'amélioration du contenu. Ce qu'on n'avait pas en fait si on était occupé à corriger 10 copies différentes du cours, etc. On perd du temps et donc on n'a plus ce temps-là pour pouvoir améliorer réellement le contenu du cours. Voilà. contribue, ce qui contribue en fait et on reboucle au début de l'entretien, à la préservation des savoirs en fait, et du matériel, Oui, le matériel en fait à retransmettre au fil des années, qui ne sera pas c'est détruit ou ça. modifié et copié, ouais. Ouais.
Mais voilà, préservation, mais aussi maintenance, quoi. Donc c'est vraiment, il faut. Mm. Je pense qu'on est arrivé maintenant à une phase en tant qu'humanité où on peut être d'accord de dire que les contenus qui sont créés pour l'éducation en général sont rarement des contenus originaux, c'est-à-dire qu'ils sont très souvent euh, recompilés à partir de bases existantes. En particulier pour l'éducation de base, quoi. Enfin, les matières sont toujours les mêmes depuis des années, on change très peu. Euh, on réutilise toujours du contenu et donc arrêtons de nous leurrer sur le fait qu'on va devoir créer du nouveau contenu tout le temps, etc. On a un contenu qui a été créé, qui est bon, et on va simplement l'améliorer séquentiellement. Et petit à petit, on va arriver à la perfection. Mais si on a un matériel qui est sur papier, qui est difficilement éditable ou pour corriger quelque chose comme quand nous on était à l'école, quoi. On recevait un syllabus avec des corrections déjà dans les photocopies qui avaient été faites. On voyait les corrections au bic qui avaient été marquées auparavant. Et puis les photocopies qu'on nous distribuait étaient déjà des photocopies faites pendant 8 ans du même contenu corrigé 10 fois. Et c'est pas propre, quoi, tu vois. Mais ça fonctionnait comme ça. Maintenant, on a la possibilité de modifier ce contenu pour de bon et de le redistribuer beaucoup plus facilement. Et donc, on arrive à offrir, en fait, avec ces outils, la possibilité d'arriver au moins, je veux dire, en théorie, au contenu parfait. Si on a plus de temps pour l'améliorer, si on a les outils pour l'améliorer de façon persistante, on arrive naturellement en fait à la perfection du contenu. Voilà. C'est, c'est d'autant, voilà, d'autant plus intéressant qu'il y a aussi un enjeu pratiquement écologique, en fait, dans le fait de réutiliser tout le temps le même espace pour différentes sessions plutôt que de copier les cours. Donc, d'un point de vue espace Oui, serveur et bande passante et mise en voilà. cache des Ça différentes. reste très difficile à évaluer ces choses-là, mais c'est Mm. vrai qu'en principe, en tout cas, oui, c'est assez écologique. C'est en tout cas, on avait fait la comparaison à un moment pour un gros portail Chameleon où c'était une institution de cours d'anglais qui avait 60 000 utilisateurs par mois, donc 60 000 personnes qui suivaient un cours d'un mois d'un certain niveau. Euh, et donc ces 60 000 personnes, c'était pas toutes les 60 000, mais je pense qu'il y avait 40 000, quelque chose comme ça, dans le cadre de leur cours d'anglais, devaient remettre un travail, un petit travail, hein, 2 ou 3 pages, de cours, rédigé en anglais, etc. Et en fait, ils sont passés du papier à Chamilo, donc en demandant parce qu'au final, ces travaux-là, enfin, il y a depuis une dizaine d'années, ils sont presque toujours faits sur un ordinateur, quoi. On les fait sur l'ordinateur et puis on les imprime pour pouvoir les remettre à l'enseignant. Et donc le fait de mettre en place le processus correct pour pouvoir envoyer ces travaux directement dans la plateforme, on arrivait à des quantités astronomiques d'économie en termes de papier, en termes de CO2 et en termes d'eau, parce que pour faire du papier, il faut beaucoup d'eau, euh, générée par le fait de simplement retirer une étape, en fait. On ne devait plus l'imprimer, quoi. Et du coup, maintenant, le fait qu'on puisse corriger un travail dans Chamilo, renvoyer le travail corrigé à l'apprenant pour qu'il puisse voir ses corrections, plus une note, un commentaire, etc. Et que cette note reste dans le système directement, on n'a plus besoin de maintenir par ailleurs des tableaux de notes, etc. C'est puissant en fait. C'est des petites étapes qui font que petit à petit on arrive à des résultats énormes, en particulier quand on a des grands nombres. Et donc ici par exemple, on est arrivé, enfin là maintenant, c'est un petit peu trop tôt au moment de cette interview, mais à mon avis on y sera d'ici fin janvier. On a déjà eu 40 millions d'utilisateurs qui ont utilisé Chamilo depuis sa création. Donc 40 millions de personnes, on peut imaginer facilement, hein, si ces personnes-là ont étudié pendant en moyenne un an, on va être relativement sage ici en évaluation, on parle de potentiel d'avoir économisé, je sais pas, 200 feuilles de papier par personne, quoi, sur les 40 millions. Donc,
pas. C'est facile de faire des multiplications, mais en gros, c'est vraiment ça. Donc, c'est essayer d'améliorer l'infrastructure, ça, Chamilo, l'infrastructure du système de l'éducation, de la formation, etc., faire en sorte qu'au final, on puisse avoir, enfin, plus de gens puissent avoir accès à une éducation de qualité. Pour le, sur, pour revenir un petit peu au niveau de l'association et de l'animation et de la vie en fait autour de cette communauté, est-ce qu'il y a, est-ce que tu as des ambitions, des constats à faire sur les partenaires, sur les collaborateurs, sur la croissance? Est-ce qu'aujourd'hui, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie d'accueillir des nouveaux partenaires? Comment ils peuvent faire pour venir vous rejoindre? Euh, et avec qui vous Alors, les travaillez? Des partenaires de entreprises, des l'association, universités? Euh, ouais. voilà. Question Donc, il y a un peu vague. différentes, ouais, il y a différents types de, il y a beaucoup de façons de contribuer au projet de Chamilo. Je vais peut-être déjà commencer par ça. Mais donc, pour ce qui est des partenaires, en général, donc on accepte trois types de partenaires. Soit des partenaires qui veulent devenir fournisseurs officiels de services de Chamilo. Dans ce cas-là, ce sont des entreprises qui s'inscrivent comme membres de l'association et puis qui passent un examen, qui montrent pas de blanche au niveau de leurs intentions, etc., qui nous permettent de savoir que ce sont des entreprises de confiance qu'on va pouvoir promouvoir en tant qu'association pour dire, oui, si vous cherchez un fournisseur de services, on vous recommande cette personne-là, enfin cette entreprise-là, parce qu'elle a montré qu'elle était réellement compétente et qu'elle s'aligner avec les principes de Chamilo, qui sont les principes de logiciels libres, d'amélioration de l'éducation dans le monde, etc., de collaboration en fait, les stratégies des communs et tout ça. Si ces entreprises sont alignées et qu'elles ont démontré avoir une certaine compétence sur le sujet de Chamilo, elles seront enregistrées en tant que fournisseurs officiels de Chamilo. Alors c'est un petit peu, on a été très strict historiquement par rapport à ça. On essaye de s'adapter progressivement, mais disons que l'élément principal pour nous, c'est qu'au moment de la sélection des partenaires, c'était de nous assurer, ça reste toujours, de nous assurer que les personnes à qui on confie le rôle de fournisseur officiel, on n'aurait pas de problème à les inviter chez nous, quoi. Ce sont des personnes honnêtes, qui font du bon boulot et avec qui on a un plaisir à travailler. Et ça, en fait, pour le traduire, pour permettre à plein de gens, d'entreprises de s'inscrire, on a un processus qui est très clair. Donc, on s'inscrit comme membre, on passe un examen, on fait une contribution au projet et il y a un petit vote qui se passe au niveau de l'association pour inclure cette entreprise comme fournisseur. C'est très structuré comme méthode. Il y a peu de fournisseurs qui arrivent jusqu'au bout du processus, mais pas parce que le processus lui-même est compliqué, c'est parce qu'ils ne démontrent pas en fait de connaissances au niveau de Chamilo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient simplement être listés comme fournisseurs de Chamilo et derrière ça, je ne sais pas très bien quel est leur intérêt précis, mais en tout cas, il faut démontrer des compétences dans Chamilo pour pouvoir être recommandé comme fournisseur. Voilà, donc ça c'est la partie fournisseur. Il y a la partie soutien, je veux dire, organisationnel. Donc si on veut être membre sans vouloir être fournisseur, par exemple, si on est une université qui utilise Chamilo, on peut tout à fait collaborer, donc verser une cotisation annuelle à l'association Chamilo. C'est une association sans but lucratif. Elle est enregistrée en Espagne actuellement, mais voilà, elle peut émettre des factures pour ses participations. Et dans ce cas-là, donc on est un membre de soutien en fait de l'association. Et ce que ça permet de faire, ces fonds-là, en fait, ce qu'ils permettent de faire, c'est de mieux promouvoir le logiciel Chamilo, le projet Chamilo. Ça permet d'organiser des événements. Ça permet d'avoir un campus libre, comme on l'appelle, c'est-à-dire un campus qui est public, qui permet à tout un chacun de venir tester en fait Chamilo. Ou éventuellement si on est un enseignant qui n'a pas de ressources, pas de soutien de la part de son institution ou quoi, on peut venir et créer
son portail-là. C'est pas un portail à vocation commerciale, donc on vient pas ici pour vendre ses cours. Enfin, sur le campus libre, c'est interdit dans la politique d'utilisation du campus libre, mais ça permet d'avoir une bonne appréciation déjà de Chamilo, et éventuellement, si on est un enseignant nouveau sans le soutien de son organisation, ça permet d'utiliser un bon outil éducatif pour ses apprenants, pour ses élèves. D'accord, donc Voilà. fournisseur, membre Élèves étudiants. soutien et Voilà, membre de soutien. Et alors, fournisseur, il y a les membre membres soutien personnels. Donc, et membre. membres de soutien personnel, qui là sont des personnes qui contribuent à un niveau beaucoup plus modeste, une cotisation annuelle, ce qui va aussi apporter donc à ces mêmes fonds de l'association. Alors, il faut savoir qu'on reste une association très raisonnable, donc on n'a pas énormément de frais par an, mais on aimerait bien pouvoir justement avoir plus de participation pour pouvoir faire plus de choses. Donc à plus de budget on aura, plus on pourra par exemple dédier des ressources pour accélérer le développement de Chamilo par exemple, ou créer ou générer plus d'événements. Mais c'est difficile à faire avec un budget très limité, et c'est un petit peu comme ça qu'on vit depuis une dizaine d'années. On a un budget extrêmement limité en tant qu'association, et donc voilà, ça aide vraiment en fait. Ça n'a pas l'air, mais je veux dire, par rapport à soutenir d'autres projets caritatifs particulièrement populaires ou quoi, ça va peut-être les aider dans un millionième de pourcent dans leur budget global, mais nous, vraiment, enfin, chaque euro compte, quoi. Pour expliquer ça comme ça, on a mis en place des donations libres sur le campus libre de Chamilo il y a 3 ans, je pense. Et quand on arrive à 10 euros par mois, on est très content, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment Sur, c'est pas un budget énorme, mais ça nous aide à avancer. Donc les donations ici, c'est pas le canal principal de réception, c'est vraiment les membres personnels, les membres organisationnels soutien. et les fournisseurs officiels qui donnent le budget principal à Chamilo. Mais c'est vraiment important d'avoir ce budget, parce que sinon, ben, on pourrait pas faire ce qu'on fait actuellement, quoi. Donc organiser des événements, mettre en place ce portail, maintenir le site web de l'association, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, on a aussi donc on avait historiquement le forum de Chamilo qu'on a déplacé, et apparemment ça a créé un peu de confusion au sein de notre communauté, parce qu'il n'y a pas eu une énorme communication autour de ça. Donc en fait, il faut savoir qu'en 2023, il y a eu pour la première fois, je pense, dans l'histoire de Chamilo, donc en 13 ans, une faille critique de sécurité qui s'est présentée dans le logiciel, et ça a provoqué en fait, en conséquence de ça, donc ça a été relativement bien géré, puisqu'on on a publié assez rapidement un correctif disponible pour tout le monde. On a essayé autant que possible de communiquer à tout le monde le fait qu'il fallait urgemment mettre à jour ce portail, etc. Par contre, derrière ça, en fait, ça a motivé, je veux dire, la communauté du hacking de sécurité informatique à regarder beaucoup plus en détail Chamilo, et donc on a eu à la suite de ça une série de rapports, de failles qu'on a corrigées de nouveau rapidement, etc. Par contre, ça a aussi apporté des personnes mal intentionnées sur nos forums, sur notre campus libre, etc. Dont une certaine quantité de personnes qui ont commencé à exploiter le fait qu'on pouvait en fait, tant sur le campus libre que sur le forum de Chamilo, relativement facilement créer un compte, et avec ce compte commencer à envoyer des emails, en fait, enfin des messages, des notifications depuis la plateforme, soit le forum, soit le campus libre, à d'autres personnes sur le campus ou sur le forum. Et en fait, ce que ça a amené ça, c'est à un moment où c'est arrivé apparemment à l'oreille de personnes encore plus mal intentionnées qui ont commencé à un peu automatiser le processus. Et en fait, ça a largement endommager la réputation, donc c'est très important, la réputation en ligne d'un nom de domaine. Donc chamilo.org en soi, la réputation du domaine a chuté énormément en l'espace de quelques mois. Et en fait, on a observé que ça venait du fait qu'il y a beaucoup d'emails qui étaient envoyés, des emails de spam en fait, qui étaient envoyés depuis le campus ou depuis le forum de Chamilo.
Et donc, face à ça, face au fait que le forum de Chamilo lui-même était un peu vieillot, qu'on avait du mal au niveau ressources, de nouveau budget de l'association, etc., à maintenir ce forum, on a décidé d'exploiter un service gratuit de GitHub où on a déjà en fait la gestion de notre projet Chamilo. En fait, tous les développements, l'historique des développements se fait là. On a décidé de déplacer le forum à ce nouveau, cet espace en fait qui s'appelle discussion. Donc c'est sur GitHub, il y a des liens depuis le site web de Chamilo. Donc github.com/chamilo/chamilo-lms. Ça c'est le projet de Chamilo LMS. Et là-dedans, il y a un onglet qui s'appelle discussion. Il suffit de se créer un compte sur la plateforme GitHub et à partir de là, on peut continuer à participer sur le forum de Chamilo. Alors la raison pour laquelle ça a été fait, donc c'est essentiellement une raison de sécurité et de réputation du nom Chamilo. En fait, on n'arrivait plus du tout à envoyer d'emails, enfin, on arrivait à envoyer des emails, mais les emails n'étaient jamais reçus par nos contacts en tant qu'association, parce qu'ils étaient directement classés comme spam, parce que la réputation du domaine chamilo.org avait plongé. Et donc on parle aussi maintenant, je ne sais pas très bien, de nouveau on a des ressources limitées, donc ça prend un peu plus de temps pour nous à faire que pour une grosse organisation, je veux dire, mais on a parlé de renommer le campus de Chamilo, de campus.chamilo.org à campus.chamilo.net ou quelque chose comme ça, pour éviter, donc pour avoir une distinction et éviter que à l'avenir une attaque sur le campus de Chamilo n'affecte la réputation de chamilo.org. Par contre, ça veut quand même dire qu'on pourrait éventuellement être affecté sur chamilo.net et que du coup les emails qui seraient envoyés depuis le campus eux-mêmes pourraient ne pas arriver aux apprenants, par exemple, parce que la réputation du domaine chamilo.net a été dégradée, quoi. Voilà. Mais donc c'est Donc, bien des sûr, petites choses. pour résumer un petit peu cette partie, donc le forum a été déplacé sur GitHub. Alors GitHub, pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est une plateforme pour les développeurs qui permet aussi de suivre les projets. Et pour où en fait, Chamilo est hébergé sur GitHub et un espace qui s'appelle Discussion, qui permet en fait de prendre le relais du forum. Et suite donc à des spams, les spams c'est les courriers indésirables, comme vous recevez en fait sur votre boîte email, mais là qui a été utilisé à travers le forum. Sur le C'est ça. sur la croissance, donc sur la croissance des partenaires, est-ce que vous allez accueillir des nouveaux types de partenaires ou vous allez rester sur ce type de partenariat? Ou est-ce que vous allez, par exemple, on a un certain nombre de peut-être des formateurs ou est-ce que Alors, vous souhaitez élargir la communauté, en tout cas représentée par Chamilo? Est-ce que vous avez aussi, j'ai plusieurs questions à la fois, je m'en mêle, hein, excuse-moi. Est-ce que il y a des événements qui sont prévus pour pouvoir rencontrer, pour permettre aux utilisateurs de se rencontrer, notamment en France, hein. Est-ce que il y a des événements qui sont prévus cette année? ouais. Alors, je vais répondre à ta première question d'abord. Donc, au Je t'en niveau prie. des partenaires, etc. Pour nous, notre structure de membres, donc on a déjà reposé plusieurs fois la question, mais pour nous, notre structure de membres actuellement est correcte, est valable pour ça. Ce qu'il faudrait probablement, c'est être un peu plus public par rapport aux personnes qui sont membres. Donc, à partir du moment où quelqu'un veut mettre en évidence le fait qu'elle participe au projet et qu'elle est membre, en tant que personne ou en tant qu'association, on devrait lui offrir la possibilité de nous dire que, effectivement, enfin de choisir si cette participation, la personne ou l'entreprise veut qu'elle soit publique. Et dans ce cas-là, l'afficher sur notre site web. Parce qu'on a quand même une certaine quantité de membres actuellement, et en fait c'est très discret, quoi. Il n'y a pas de publication de ça. Et c'est vrai, ça a été relevé que on pourrait faire un effort là-dessus. Donc voilà, j'en parlerai au prochain conseil d'administration pour voir si effectivement on peut mettre ça en place. Euh, pour le reste, moi ça m'a l'air, enfin, j'ai pas l'impression qu'on doit vraiment ajouter de nouveaux éléments à la structure de partenaires si cette publication, je veux dire, est suffisante, enfin satisfait la plupart des membres actuels. Euh,
Donc au niveau partenaire formation, c'était une de tes questions. Pour moi, si on est membre et qu'on donne des formations, c'est la même chose que d'être partenaire formation. Il n'y a pas vraiment, de nouveau, on n'a pas une structure énorme, et dans tant qu'association, on ne peut pas s'engager non plus à offrir de nombreux services à nos partenaires, quoi. C'est-à-dire qu'on est partenaire de Chamilio par conviction, parce qu'on pense que le projet est chouette et qu'on voudrait le stabiliser, donc lui offrir plus de possibilités d'être maintenu dans le temps. C'est ça en fait, être membre et être partenaire de Chamilio. Et donc pour moi, non, ça n'a pas tellement de sens de rajouter des partenaires formation ou des partenaires d'autres types. Essayons d'exploiter d'abord les types de membres qu'on a actuellement, et peut-être justement comme je disais, publier le fait qu'ils sont membres, quoi. Voilà. Alors au niveau des événements, oui. Donc ça, en 2023, on a fait l'expérience d'organiser un événement par mois en francophonie, donc soit la France, soit la Belgique. On n'a pas encore de groupe très actif au Canada, mais donc dans la francophonie, on a fait ça, ça a bien marché. En 2024, on a eu beaucoup de soucis logistiques pour organiser ça correctement, mais voilà, on a en tout cas ce type d'événements tous les mois, ça s'appelait les Chamilo Camp. Donc les Chamilo Camp, c'est des événements typiquement gratuits auxquels on part, ou ailleurs il y a un petit droit d'entrée, mais généralement ça revient à l'association dans ce cas-là, où tout le monde peut s'inscrire en fait et participer à un événement qui dure généralement quelque chose comme 3-4 heures, pendant lequel on va simplement écouter des personnes qui vont parler de leur expérience avec Chamilio ou présenter des outils particuliers de Chamilio. C'est ouvert, comme je dis, c'est ouvert à tout le monde. Parfois, pour certains des événements, on a fait de la rediffusion en ligne, mais généralement, c'est juste un tout petit peu trop compliqué encore. On n'a pas vraiment de canal approprié fixe pour faire ça avec l'association de Chamilio, donc on l'a pas vraiment fait. On essaiera de faire plus d'efforts à l'avenir. Donc ça, c'est les événements de Chamilio Camp. Généralement, on parle peut-être d'une vingtaine, une quarantaine de personnes qui vont se présenter à l'événement. On essaye en fait que ça reste dans la capacité d'une salle de classe ou une salle de formation, voilà, au niveau espace. Et c'est pour ça généralement, on n'essaie pas non plus d'avoir une centaine de personnes. On essaye simplement de faire un espace raisonnable, parce qu'il y a beaucoup d'interactions à la suite des présentations. C'est très vivant en fait comme type d'événement, puisqu'on a vraiment les personnes qui viennent là, même celles qui découvrent Chamilio, vont souvent poser des questions qui sont très pertinentes, vont souvent partager leurs expériences avec des personnes qui ont justement beaucoup plus d'expérience dans Chamilio et qui peuvent leur dire, bah oui, ben nous, ça, tu pourrais le faire comme ça par exemple, ou ça, tu pourrais faire ceci ou ça, et ça aide pas mal. Donc ça a beaucoup de valeur pour les gens qui participent. D'ailleurs, je suis sûr que si on posait la question là maintenant à quelqu'un qui est venu pour la première fois, qui connaissait pas Chamilio et qui est venu à Chamilio Camp, il dirait que c'est très utile. Si on pose la question à quelqu'un qui connaît super bien Chamilio et qui est allé à un de ces événements, je pense qu'il dira aussi que c'était très utile. Enfin, j'en connais quelques-uns en tout cas qui sont très très contents quand on organise un Chamilio Camp et qui sont les premiers inscrits. Mais il y a vraiment, généralement les gens qui viennent sont très contents parce qu'ils peuvent justement poser des questions, ils peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'ils peuvent faire en ligne rapidement. Mais voilà, donc l'idée de Chamilio Camp en tout cas, c'est d'essayer de faire des événements locaux. Donc on fait ça dans différentes villes en tournante, quoi. Et ça permet vraiment de pas trop devoir se déplacer, de pas devoir aller trop loin et de participer à ces événements. Alors il y a aussi typiquement chaque année un Chamilio conférence. Alors, le Chamilio Conférence, c'est une fois tous les 3 ans, ça s'organise en français, et c'est cette année. Donc la dernière fois, c'était en 2022 en Belgique. Cette année-ci, on est encore en train de définir la date et le lieu. On pense que ce sera en tout cas, on pense que ce sera soit à Bordeaux, soit à Lyon, ou dans les environs. Et on pense que ce sera en octobre ou en novembre 2025. Voilà. À suivre, on ne sait pas encore, on peut pas encore se prononcer, mais les événements Chamilio Conf, donc ceux-là sont des événements plus grands où on se
concentre généralement pas tellement sur les formateurs, mais plutôt sur les preneurs de décision autour de l'e-learning. Soit des preneurs de décision, soit des chefs de projet e-learning, donc des gens qui vont vraiment, je veux dire, penser à comment organiser en fait l'utilisation d'un portail Chamilo, pas tellement les enseignants eux-mêmes. Donc ça c'est vraiment le focus de ces événements-là. Et l'idée en fait de focaliser, c'est pas pour restreindre l'accès aux enseignants, mais c'est juste parce que dans ces événements-là, ce dont on va parler, c'est généralement, je sais pas, de fonctionnalités de suivi au niveau de la plateforme, de faire en sorte de pouvoir sortir des rapports qui sont intéressants pour le comité de direction, de pouvoir montrer, enfin mettre en évidence l'intérêt d'utiliser une plateforme e-learning, de montrer comment intégrer Chamilo avec Azure Active Directory par exemple, qui a un système d'authentification unifié qu'on utilise peut-être pour d'autres logiciels dans l'organisation. Comment faire pour mettre en place un système Chamilo au niveau gouvernemental, dans un ministère par exemple. Il y a souvent des personnes qui viennent, enfin, des représentants d'organisations gouvernementales qui viennent expliquer comment ils ont utilisé Chamilo et pourquoi c'est bien pour eux. Généralement, pour les organisations, pour la partie gouvernement, c'est un des éléments importants aussi, c'est que ce soit du logiciel libre. Et que ce soit du logiciel libre avec une communauté active dans la francophonie. Parce que ça permet justement d'avoir je veux dire un impact en fait en tant qu'organisation sur un logiciel qui est considéré maintenant comme un commun. Donc Chamilo a été reconnu en 2024 comme un digital public good, c'est-à-dire un commun digital. C'est un effort des Nations Unies en fait de reconnaître les logiciels qui sont généralement un des prérequis, c'est qu'ils soient open source, évidemment, ou logiciel libre. Mais derrière ça, en fait, il faut aussi avoir une structure qui permet réellement aux différentes organisations et aux différentes personnes dans le monde de profiter de ce système d'une façon ou d'une autre pour améliorer, enfin pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies de façon plus efficace. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, mais donc il y a éliminer la faim dans le monde, améliorer l'éducation, améliorer la gestion maritime, enfin la santé de la mer et des océans, etc. Enfin, tout ça, c'est des objectifs. Il y en a 16 ou un truc comme ça. Et donc, un de ces objectifs, c'est l'éducation. Un des autres objectifs, c'est la mobilité professionnelle, enfin, le fait de pouvoir travailler dans le secteur qui nous donne envie, simplement. Voilà. Et donc, je veux dire, dans ces événements ChamiloConf, je dévie facilement, hein, mais je trouve ça intéressant de faire un petit détour là. Dans ces événements Chamilo conférence, on a vraiment une orientation décisionnelle et ça se voit aussi à la façon dont les participants sont habillés. Généralement, le code vestimentaire est un petit peu plus strict. Mais voilà, ce sont des présentations qui sont très intéressantes. Généralement, on parle d'une cinquantaine à une centaine de personnes. Ça dépend un petit peu des années, ça dépend un petit peu. Depuis le Covid, c'est un petit peu plus difficile de rassembler, de congréguer suffisamment de monde. Mais je pense qu'ici, voilà, il y a les événements. Il faut savoir que Chamilo Conférence, en français, il n'y en a eu que un jusqu'à présent, alors qu'il y a eu une dizaine d'années d'événements en anglais et en espagnol. Et donc le premier qui a eu lieu, c'est en 2022. On a normalement maintenant les autres événements sont en espagnol et en anglais, et donc on fait une fois tous les 3 ans en français. Voilà, donc s'il y a beaucoup de succès pour un événement une année, on organisera plus d'événements Chamilo en français, mais Chamilo Conf. Et donc ça, c'est les événements officiels de l'association Chamilo, ou que l'association Chamilo co-organise directement.
On a les groupes locaux qui sont actifs, donc ça, cherchez simplement Google est votre meilleur ami pour ça. Cherchez s'il y a des groupes d'entraide, groupes locaux de Chamilo quelque part près de chez vous. Euh, Ça fonctionne de façon très variée selon les régions, hein, donc il faut voir un petit peu comment ça fonctionne pour vous. Si jamais ça n'est pas suffisant, il y a toujours le forum de Chamilo, donc on vient d'en parler. Et puis il y a des événements qui ne sont pas des événements de Chamiloma, mais qui sont généralement autour du logiciel libre et auxquels on participe. Donc le premier d'entre eux, c'est le FOSDEM, enfin pour cette année-ci, c'est le FOSDEM qui a lieu à Bruxelles, en Belgique. Le 1er et le 2 février, c'est un week-end. C'est un événement assez énorme, hein, puisque, enfin en tout cas à dimension de la Belgique, puisque généralement il y a une trentaine de milliers de personnes, je pense, qui viennent sur l'espace d'un week-end D'accord. pour voir uniquement des logiciels libres qui sont présentés sur place. Et donc on aura un stand. On a eu ça il y a 2 ans aussi. C'est très enrichissant pour nous parce que ça nous permet de rencontrer des gens qui ont déjà utilisé Chamilo. Ça nous permet de rencontrer des gens qui n'ont aucune idée, qui veulent juste savoir ce qu'il y a de disponible. Voilà, et donc on aura un stand où on montrera pour la première fois cette année-ci Chamilo 2 en démo. Donc Chamilo 2, c'est notre version majeure à venir, donc elle n'est pas encore stable, elle sera publiée quelque part cette année-ci, mais voilà, elle est déjà, on peut déjà faire des démos avec, et donc on aura ça sur le stand au FOSDEM. Alors il y a aussi les JDLL et les RPLL, donc les journées du logiciel libre et les réunions, comment c'est? Et rencontre Je peux le professionnelle du noter. logiciel libre. Les rencontres, merci. Je suis toujours. Les rencontres professionnelles du logiciel libre. Ça, c'est des événements qui s'organisent en France, en général, en fait, pas toujours, de mémoire. Il y en a un ou deux qui sont organisés en dehors. Mais ce sont aussi des événements qui présentent du logiciel libre en général et où on sera également présent. Je pense que Damien, toi-même, tu vas participer Voilà, à un je fais ou des deux de conférences, ces événements. effectivement. Voilà. Et donc il y a moyen de nous rencontrer là aussi. Voilà. Donc il y a quand même de nombreuses opportunités, je veux dire, pour rencontrer la communauté de Chamilo. Moi, je trouve que ce qui est très enrichissant en fait avec les projets, c'est comme Chamilo est un challenger, dans le sens où on est une plateforme qui a beaucoup de valeur, mais qui malgré tout est moins populaire. Alors je mets bien l'accent sur populaire, sur le thème populaire que Moodle en fait en particulier, parce que Chamilo est quand même, je pense, la deuxième plateforme en logiciel libre la plus populaire au monde euh, de d'e-learning. C'est très important, je trouve, de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui utilisent Chamilo aussi, parce que souvent, en fait, une des choses qu'on nous commente, c'est que Chamilo c'est très bien, mais qu'on est souvent les défenseurs de Chamilo, je veux dire, au niveau institutionnel, sont souvent un petit peu attaqués par les défenseur de Moodle. Euh, et comme Moodle est plus connu, donc c'est vraiment ça, hein, je dis plus populaire. En aucun cas on me verra dire que Moodle est meilleur comme plateforme, parce que c'est pas ma conviction évidemment. Chamilo est une plateforme un petit peu plus jeune, mais qui est très populaire également. Mais on est quand même beaucoup moins populaire que Moodle. Et en fait, le problème qu'on a par rapport à ça, c'est que typiquement dans le monde du e-learning, euh, l'adoption d'une plateforme est quelque chose qui se fait pour au moins 5 ans. Et donc à partir du moment où on a une plateforme e-learning, on en change très difficilement. Et après 5 ans, la plupart des utilisateurs n'ont plus envie de réapprendre une nouvelle plateforme. Et donc pour arriver, je veux dire, à prendre des parts de marché, enfin si on peut parler de ça comme ça pour du logiciel libre, des parts de marché en tant que Chamilo, il faut en fait maintenant, on doit commencer à déplacer des Moodle. Avant, c'était pas grave parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des portails e-learning et donc on avait du champ libre pour tout le monde. Mais maintenant, on commence un petit peu à se côtoyer de façon plus proche. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut
à ce moment-là, arriver à convaincre des personnes qui ont travaillé pendant 5 ans sur une plateforme de changer leur méthode de travail pour adopter une autre plateforme. Et malgré tout, ça fonctionne souvent. D'accord? C'est-à-dire que simplement par la simplicité de Chameleon, on arrive à convaincre suffisamment d'organisations de passer de l'un à l'autre. Mais le problème, c'est qu'au niveau, je veux dire, purement politique, on a souvent des pressions pour remplacer un Chameleon par un Moodle, par exemple, sans que ça n'ait aucun sens, ni technique, ni pédagogique, ni budgétaire. C'est juste que il y a plus de gens qui connaissent Moodle, et alors ils veulent adopter du Moodle à tire-larigot, mais en fait, techniquement, Moodle, en tout cas si on est dans un contexte où la simplicité de la plateforme est importante, est une solution inférieure, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir plus d'efficacité et plus de rentabilité en fait à l'utilisation d'une plateforme Chameleon que d'une plateforme Moodle. C'est pratiquement garanti. Et c'est difficile de mettre ça en évidence, mais nous, donc, ce qu'on a fait de notre côté pour permettre aux gens de plus facilement faire le test, c'est qu'on a des mécanismes qui permettent éventuellement de migrer des cours de Moodle vers Chameleon pour tester simplement, ou de migrer toute une plateforme entière Moodle vers une plateforme Chameleon, avec une quantité d'efforts vraiment minime. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de tester, enfin de permettre à la communauté qui veut tester justement Chameleon, de tester rapidement ce que ça donnerait, leur même cours qu'ils ont dans Moodle, de l'avoir dans Chameleon, et de voir s'ils préfèrent ça. Et donc voilà, mais c'est au niveau donc popularité, on a, pour revenir de nouveau là-dessus, les événements sont très importants parce que ça permet de faire un réseau de personnes qui sont convaincues par Chameleon ou qui ne le sont pas encore et qui sont ouvertes à voir de nouvelles choses, et du coup de pouvoir démontrer qu'on n'est pas les seuls en fait à utiliser Chameleon, parce qu'on est encore dans cette situation où on se sent un petit peu seul parfois en étant, on peut être convaincu tout en étant isolé au sein de notre communauté parce que on a décidé d'adopter une plateforme qui pour nous est meilleure, mais si on se base seulement sur la quantité, ça suggère que c'est peut-être pas, on n'est peut-être pas objectif, etc. Alors que en fait, quand on analyse les cas d'utilisation de Chameleon, c'est tout à fait objectif. C'est vraiment, on a, de nouveau pour revenir à l'université brésilienne, là, dont je parlais avant, eux nous disaient en fait, ça nous prend, c'était quoi les quantités? Ça nous prend 4 jours et demi pour former nos enseignants à utiliser Moodle. Et pour les mêmes objectifs d'apprentissage, ça nous prend 1 jour et demi pour Chameleon. Donc ça nous prend 3 fois moins de temps pour former notre personnel à l'utilisation de la plateforme qui va par la suite être utilisée durant toute l'année. Juste pour la formation, d'accord, qui est vraiment ce qui coûte le plus en fait aux organisations, ou au moins le plus visible. C'est-à-dire que c'est un budget initial où on sait que les enseignants vont pas pouvoir travailler, vont devoir se former à cette plateforme pendant un certain temps. Juste cette partie-là, si on l'évalue en journée de travail, c'est déjà beaucoup plus rentable qu'une plateforme Moodle. Mais cette durée de formation se multiplie par l'utilisation au fil de l'année, quoi. C'est-à-dire que par la suite, les enseignants aussi vont pouvoir faire plus de choses ou faire passer moins de temps à faire les mêmes choses parce que la plateforme est plus simple. Donc la formation, c'est juste une mise en évidence relativement facile de ce concept-là. Mais en fait, au fil du temps, en tant qu'organisation, c'est de plus en plus rentable d'utiliser Chameleon parce que ça va nous prendre de moins en moins de temps à chaque fois. Voilà. Il existe vraiment en fait des outils et des ponts en fait entre les deux plateformes pour permettre de passer de l'une à l'autre. Ça, Oui, c'est vraiment important voilà. de le souligner. Au-delà du SCORM, qui est un format qui permet une interopérabilité des contenus, on peut aussi avoir une migration directe des données de Moodle vers Chameleon. Et on peut aussi, donc depuis peu, on peut aussi commencer à exporter des cours de Chameleon vers Moodle. Donc on n'a pas du tout, enfin je veux dire, on n'est pas fermé à ce concept-là. Et les gens pensent, oui, non, on a fait un apport depuis Moodle juste pour ramener des gens jusqu'à Chameleon. Non, pour nous, on est gagnant d'office en fait. Si les gens peuvent utiliser les deux plateformes,
pour nous, c'est clair qu'ils vont rester avec Chameleon. Et ça se démontre en fait au cours des événements justement dont je parle, les différents événements autour de Chameleon, enfin Chameleon Conf, Chameleon Camp, etc. On a des instructeurs, des gestionnaires de projets, etc. qui viennent, qui nous disent, ben, on est passé de l'un à l'autre et c'est quand même beaucoup plus simple. Ou on est obligé de passer à Moodle maintenant et c'est la galère. Enfin, je veux dire, on a, c'est un peu, je suis pas non plus tout le temps revenir sur Moodle, quoi, mais euh, il y a d'autres On fera une plateformes émission spéciale, aussi. si tu veux. On fera un C'est pas entretien grave, on spécial. fait une émission spéciale Moodle. Mais c'est vraiment je veux dire, c'est l'autre plateforme dont on parle le plus, en fait, avec les gens qui ont décidé de choisir Chameleon. Parce que les autres plateformes, il faut savoir que le monde des LMS, ça représente environ 400 LMS qui existent dans le monde. Et de ces 400 LMS, il y en a peut-être 5 qui sont du logiciel libre, d'accord? Et le reste, c'est toutes des solutions fermées, je veux dire, qui sont fournies par une entreprise quelque part et enfin, je veux dire, si l'entreprise meurt, il n'y a plus de solution. Si l'entreprise n'est pas à même de faire son travail, il n'y a personne qui peut reprendre la main et faire ça mieux, alors que du logiciel libre, ça nous offre justement toutes ces opportunités. On n'a pas non plus le loisir d'avoir l'installation chez soi, si on décide, bon maintenant c'est de moins en moins fréquent, mais si on pense que pour des raisons de sécurité, on voudrait avoir l'installation de Chameleon en interne, il n'y a aucun problème à l'avoir. D'accord? Et donc c'est pour nous, le champ de bataille, pour l'instant, en tout cas au niveau français, c'est souvent un champ de bataille qui est partagé entre Moodle et Chameleon. Euh, et c'est pour ça que je parle beaucoup de Moodle. Et c'est aussi parce que Moodle, au final, c'est quand même une solution de logiciel libre aussi. Et ça veut dire que c'est aussi grâce à ça qu'on peut offrir des fonctionnalités pour convertir un cours Moodle à un cours Chameleon et inversement. D'accord? C'est vraiment, je tiens à dire que malgré tout ce que je viens de dire sur Moodle, je considère que c'est quand même une plateforme qui est intéressante et je préfère que nos utilisateurs décident d'utiliser un Moodle que qu'ils décident d'utiliser un Blackboard ou un Canvas qui est une espèce de version fourbe du logiciel libre où il n'y a que la moitié qui est disponible en libre. Voilà, je pense que c'est important de maintenir la vision de ce qu'on veut. Quand on participe à un logiciel libre, quand on est utilisateur d'un logiciel libre et qu'on contribue quelque chose en retour, que ce soit du temps, que ce soit du budget, on apporte une pierre à un édifice commun. D'accord? C'est-à-dire que Chameleon continue de s'améliorer grâce aux participations de tout un chacun. Et ensuite, on peut utiliser Chameleon gratuitement. Donc c'est vraiment pas... il n'y a pas d'arnaque dans le logiciel libre, quoi. Si on veut que quelqu'un fasse le travail à notre place, ben on va louer les services d'un fournisseur officiel. Ou d'un fournisseur pas officiel, c'est notre choix, mais nous on recommande donc les fournisseurs officiels. Euh, si on veut faire tout soi-même, ben on télécharge Chameleon, on l'installe sur notre serveur et c'est parti. Et on a, je veux dire, actuellement dans le monde, je pense que j'avais les stats ouvertes quelque part ici, je pense qu'on a 80 000 portails qui ont été installés dans le temps, presque 90 000, 89 696 portails à ce jour qui ont été installés avec Chameleon dessus. L'ensemble des fournisseurs officiels de Chameleon, au maximum, s'occupe de 500 portails. Au grand maximum. D'accord? Donc on parle d'une quantité d'installations de Chameleon qui est, enfin, ou plutôt une quantité de portails qui sont gérés par les fournisseurs officiels de services qui est microscopique par rapport à la quantité de portails installés et donc au bénéfice général de Chameleon, quoi, pour l'humanité en général. Donc ça, moi, je suis très fier, quoi. En fait, ces chiffres-là, dire qu'on arrive bientôt à 40 millions d'utilisateurs et bientôt à 90 000 portails, pour moi, ça, c'est ma fierté, quoi, puisque c'est un projet que j'ai lancé en 2010. Et pour moi, l'objectif, c'était améliorer la disponibilité d'une éducation de qualité partout dans le monde. Et ça, ces chiffres-là, ça me dit que ça fonctionne, quoi. C'est peut-être pas, de nouveau, on n'est peut-être pas les plus populaires pour l'instant, mais clairement,
on, on a un impact. Et c'est très difficile de mesurer cet impact quand on est dans le monde du logiciel libre, parce que souvent ben, on a des utilisateurs qui utilisent la solution dans des langues qu'on ne connaît pas et dans des pays où on n'a jamais mis le pied. Euh, mais voilà, c'est les chiffres qu'on a et ces chiffres-là sont très bons, quoi. Donc, c'est très positif tout ça, Yannick. Je te remercie en tout cas pour ce premier entretien 2025 pour les 15 ans, l'anniversaire des 15 ans de Chamilo. On va essayer de se refaire un petit entretien dans quelques semaines autour peut-être, non pas de Moodle, mais de Chamilo version 2. Et peut-être sur d'autres thématiques au cours de l'année, histoire de pouvoir échanger sur Chamilo, sur la communauté, sur l'open source et aussi un petit peu mettre au courant la communauté à travers ces entretiens. Et je te remercie beaucoup Eh ben, merci beaucoup à pour toi, ton temps Damien, d'aujourd'hui. pour cet espace. Et je Et à te bientôt. dis à bientôt.